Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion est notre grand témoin de l'actualité. Bonsoir Olivier Dussopt. Merci d'être avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien ? Ça va très bien, c'est beaucoup de travail, mais ça va très bien. Attendez, un ballon à votre effigie, 3 semaines de débat où vous êtes égosié à l'Assemblée nationale contre les députés, une fronde à nouveau contre le texte des retraites, un rétropédalage à faire parce que, soi-disant, la Première ministre aurait dit qu'elle avait 50% de débiles dans son gouvernement. Je vous pose la question, comment ça va, Olivier Dussopt ? D'abord, sur le dernier point, la Première ministre a démenti avoir tenu cette phrase, et c'est à la fois une forme d'évidence pour nous, mais c'est bien qu'elle l'ait démenti et pu le démentir. Ça fait plaisir, non, que ça soit démenti, non ? Parce qu'à un moment donné, on a le doute, non ? Non, il n'y a pas de doute. Et par ailleurs, à aucun moment. Pour le reste, 3 semaines de débat, certes, des débats très compliqués à l'Assemblée, des outrances, des attaques parfois personnelles. Et ça n'est pas agréable. Et quand vous ajoutez à ça, parce que ça a été le cas pendant cette période, le fait d'avoir été un peu malade et en cumulant une bronchite, une laryngite et d'autres joyeusetés, d'où la voix, comme je dis parfois, la laryngite est plus efficace pour me faire taire que la France insoumise. Et ça, notre avantage, c'est que ça passe plus vite. Donc le débat était fatigant, mais d'abord on est là pour ça. C'est d'une certaine manière notre fonction. On n'a qu'une vie, vous avez 45 ans, Olivier Dussopt. Pas tout à fait. On n'a qu'une vie. Vous n'avez jamais eu l'envie de sauter en marche en disant non, après tout, j'ai qu'une vie, je peux faire un autre boulot, j'ai une immense chance. Je suis compétent. J'ai une immense chance, c'est que depuis que j'ai l'âge de travailler, depuis que je suis en activité, j'ai toujours fait des métiers où j'ai occupé des fonctions qui me plaisent. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable que de pouvoir servir son pays ? Le président de la République m'a témoigné, une vraie confiance en 2017. Il a renouvelé cette confiance en me nommant après la fonction publique au budget, aujourd'hui au travail. Et nous mettons en œuvre un programme, nous mettons en œuvre un projet politique. Alors oui, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Mais d'abord, nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Quand nous sommes fatigués, il faut se reposer. Et surtout, vous y arrivez ? Bien sûr, il faut toujours. J'ai la chance de peu dormir peut-être, mais d'abord il faut prendre le temps de se vacances, reposer. C'est dormir. Merci, et en fait, on arrive au bout d'un processus parlementaire. La loi a été adoptée au Sénat, elle a été adoptée à l'Assemblée par le rejet des motions de censure. Dans quelles conditions ? Des conditions difficiles, parce que en première lecture, difficile à l'Assemblée nationale, parce qu'en première lecture, la gauche a organisé de manière systématique l'obstruction avec 20 000 amendements, des amendements répétitifs. Lorsque vous déposez des amendements qui consistent à bouger une décimale après la virgule et que vous répétez le même amendement à 100 exemplaires. Lorsque vous déposez un amendement pour demander au gouvernement de remettre un rapport à telle ou telle date et qu'après il y a des sous-amendements modifiant la date. Ça, vous l'avez dit aussi au Sénat. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez sorti le 44.3 en disant maintenant ça va bien, on va garder 70 amendements et on va pas garder les 900 autres. Contrairement à l'Assemblée, il y a un certain nombre de choses dans le règlement du Sénat qui permettent de contourner ou de surmonter l'obstruction. Et donc, nous avons eu recours à des procédures constitutionnelles. Les sénateurs, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, les sénateurs, les présidents de groupe, le président du Sénat, ont eu recours à leur règlement, celui qui organise leur débat. Vous savez, on nous a reproché, et donc on m'a fait ce reproche-là à ce moment-là, d'avoir, à la fin du débat au Sénat, demandé un vote unique sur un certain nombre d'articles, sur les derniers articles restés en discussion, pour justement permettre d'aller au bout du débat. J'ai regardé les archives, j'ai ouvert les archives. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? La réforme des retraites de 2003, qu'on appelle la réforme Fillon. La réforme des retraites de 2010, la réforme qu'on appelle la réforme verte. Et celle de 2013, portée par Marisol Touraine. Les trois ont fait l'objet de votes bloqués, soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Mais est-ce que c'est une raison de le refaire ? Ça veut dire que c'est la seule solution pour gouverner ? Non, ça n'est pas Là, on apprend que le gouvernement veut gouverner par décret, par ordonnance ? Ça n'est pas pas par ordonnance, ça n'est pas une raison en soi. Ce n'est pas une raison en soi. Mais 2 points sur vos dernières remarques. Ça n'est pas une raison, mais ça signifie simplement que le débat sur les retraites dans notre pays est tellement passionné, tellement passionnel, que la plupart du temps, quand il y a une réforme, il faut avoir recours à des outils constitutionnels, donc démocratiques, qui permettent de limiter le temps de débat, sachant que pour la réforme des retraites que je porte, nous avons débattu entre l'Assemblée et le Sénat pendant 175 heures, ce qui est plus que les 2 réformes précédentes réunies. Et puis la deuxième chose que vous avez dite et qui me fait réagir, vous dites que le gouvernement veut gouverner par décret ou par ordonnance. Mais vous savez, pour prendre un décret, et prendre un décret avec des décisions par décret, il faut qu'une loi autorise le décret. Donc ça signifie des ajustements, mais pas des changements très profonds. Si on veut changer profondément, il faut la loi. Et pour prendre une ordonnance, il faut que le Parlement autorise le gouvernement à prendre une ordonnance. Les choses ne sont pas aussi simples et directes que ça. Donc du coup, on ne voit pas l'idée de gouverner par décret ou par ordonnance. Si peut-être une précision là-dessus, pas par ordonnance. Les ordonnances, je le répète, tant que le Parlement n'a pas voté une habilitation, vous ne pouvez pas. Par contre, les décrets, si la loi telle qu'elle existe vous permet et vous donne des marges de manœuvre
parce que souvent la loi renvoie à des décrets. Là, vous pouvez apporter des changements très concrets, sans nécessairement repasser par un débat parlementaire, mais à condition de respecter les Vous lois qui voulez dire existent. que l'avantage, c'est que ça n'est pas de répéter et de ressasser les mêmes choses, L'avantage, ce c'est qui vous a agacé non, mais en première lecture, notamment sur ce texte sur les retraites. très franchement, que ça m'agace, ce n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Si ça vous agace, c'est que ça agace non, le gouvernement. Ça n'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avancer. Le débat à l'Assemblée nationale en première lecture, je suis désolé de le dire comme ça, mais ce n'est pas un débat qui est respectueux du Parlement. Lorsque vous avez des parlementaires qui, par l'obstruction, empêchent le reste des députés d'examiner plus de 2 articles sur les 20 du texte, et finalement, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils privent le Parlement de sa capacité à voter. Et qu'est-ce que devient un Parlement lorsqu'il ne vote pas? Oui, c'est se priver soi-même de la capacité à voter. Moi, j'ai la chance d'être député depuis 2007. Quand on est député, c'est pour voter. On est pour, on est contre. C'est ça la démocratie. On se défend et on donne des arguments. Mais répéter 50, 100, 170 fois le même amendement uniquement pour perdre du temps, ça ne fait pas progresser le débat et ça ne change pas les rapports de force. On a une demi-heure d'entretien, Olivier Dussopt. Mettez-vous à l'aise, enlevez votre cravate peut-être. Vous n'êtes pas plus ministre ou moins ministre avec ou sans cravate? Non, franchement, on est vendredi soir. Comme j'ai d'autres choses après, ça m'évitera de la renouer. Bon, alors, peu importe, gardez votre cravate. Et à propos de cravate, parce qu'il emporte une souvent, le roi Charles finalement ne viendra pas, le roi d'Angleterre, décision prise au dernier moment, ne viendra pas en France. Gérald Darmanin, encore ce matin, votre collègue de l'Intérieur, disait que pourtant tout était bordé. La France est donc un pays qui ne peut pas assurer la sécurité lors de la visite d'un roi. Le président de la République s'est exprimé très clairement. Il a dit que ça ne serait pas raisonnable avec des manifestations qui sont prévues mardi, qui vont mobiliser énormément les forces de police. Et puis par ailleurs, il y a eu des manifestations cette semaine, et il y aura, parce que c'est prévu, et nous le savons, je sais, pardon, je vais au bout. Non mais je sais bien qu'il y a des manifestations, mais on se prive de la visite du roi d'Angleterre qui choisit la France comme premier pays. Résultat des courses, il va aller en Allemagne et toutes les caméras du monde entier vont être branchées en Allemagne au lieu d'être branchées en France. Il y a aussi une mobilisation autour de la question des bassines, des retenues d'eau qui mobilise et occupe énormément de policiers. Et dans les différents arguments qui ont pesé et qui ont compté, il y a le fait que lorsqu'on est dans une situation telle que celle qu'on connaît, avec des manifestations qui se passent bien, mais autour des manifestations, des violences. Et je ne fais pas la confusion entre les deux. Il faut aussi penser à aménager les forces de police. Donc on ne sait pas maintenir l'ordre en France. Il faut aussi penser à aménager les forces de police. On ne sait pas maintenir l'ordre en France. Je crois que les forces de police font un travail absolument formidable. Et votre question me permet de dire combien nous leur sommes reconnaissants. Mais nous devons les ménager. Alors je vais poser ma question autrement. Il n'y a pas de dispositif suffisant pour que le roi Charles vienne en France. Je pense que la décision que le président de la République a prise est la bonne décision. Décision très tardive d'ailleurs. Parce que c'est la plus raisonnable. Qu'est-ce qui l'a convaincu? Je ne parle pas à la place du président de la République, par principe. Parce que je ne suis pas son porte-parole et je le laisse s'exprimer. C'est lui le président de la République, bien évidemment. Donc vous ne connaissez pas les coulisses de cette décision. Mais ce qui nous convainc et ce qui nous a tous convaincus, c'est la nécessité que la visite se passe dans les meilleures conditions. Mais vous d'ailleurs, puisque vous êtes au cœur, j'allais dire, du réacteur, à aucun moment vous êtes allé voir l'Élysée en disant finalement, est-ce que c'est une bonne idée d'accueillir le roi Charles avant même qu'on ait cette décision aujourd'hui? Vous n'avez pas émis des doutes, vous, ministre du Travail? Premier point, il y a un ministre de l'Intérieur qui fait très bien son travail, Gérald Darmanin. Ça y est, vous avez chacun votre portefeuille, on ne peut pas donner son avis. C'est ça, le gouvernement? Et puis par ailleurs, il y a un deuxième point, une deuxième réponse que je vais vous faire, mais qui va vous décevoir. Lorsque j'ai un échange avec le président de la République, il reste entre nous. Parce que parfois la discrétion a aussi du bon. Oui, donc vous avez peut-être donné un message au président de la République. Qui, du coup, alors, vous n'avez pas parlé à sa place, mais lui, il va peut-être parler à votre place, puisque finalement, il est à la disposition de l'intersyndicale. Donc il va recevoir les syndicats alors qu'il ne voulait pas le faire avant. Et il a dit son ouverture cet après-midi. Oui. Et il avait aussi dit précédemment que... Parce qu'avant, la porte d'entrée, c'était vous et la Première ministre. Mais finalement, il est d'accord pour les recevoir. Jusqu'à cette semaine, nous étions dans un temps parlementaire. Et le président de la République avait aussi dit que le cheminement de ce texte, c'était d'abord les 4 mois de concertation que j'ai menés pendant tout l'automne, qui ont... Je vois faire la moue, donc je précise, qui n'ont pas permis de surmonter tous les désaccords, parce que le désaccord sur l'âge est resté très fort, l'âge et la durée de cotisation, mais qui ont permis de trouver d'autres points de convergence, qui parfois ont permis d'avancer, pas forcément jusqu'au bout d'un accord, mais qui ont permis d'avancer sur certains points. Ensuite, il y a eu des concertations politiques et un temps parlementaire. Là, nous sommes dans une autre phase. Le texte est adopté, il est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, et si le... Je vais utiliser un argument dans l'autre sens. Si le président de la République était intervenu pendant le débat parlementaire, je suis sûr que plein de commentateurs lui auraient reproché. Oui, donc dans un sens ou comme dans un autre, vous vous dites, après tout... le président de la République a dit
Non, le président de la République a dit son ouverture aujourd'hui pour recevoir l'intersyndicale, pour évoquer tous les sujets qu'il a évoqués dans son interview de mercredi. Et il le fait à un moment particulier qui est à la fin et après le temps parlementaire. On va entendre la colère de la rue. Bien sûr. Bien Et sûr, et il n'y a pas de déni possible. Il y a du monde dans les manifestations et ces manifestations expriment à la fois, pour la plupart des participants, une opposition à la réforme telle que nous la portons. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Ces manifestations expriment aussi d'autres choses. Des inquiétudes sur l'inflation, des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, des inquiétudes sur l'évolution du travail. C'est un sujet qu'il faut ouvrir parce que on s'est beaucoup concentré sur les 20, 30, 40 dernières années sur la lutte contre le chômage et contre le chômage de masse, sans forcément rouvrir, moderniser tout ce qui touche aux conditions de travail, aux nouvelles formes d'emploi. Donc il faut entendre tout cela et en même temps, dans le même temps, si je puis dire, nous savons que la réforme c'est devenu une formule consacrée. Nous savons que la réforme que nous menons, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et elle est urgente. Oui, mais quand vous voyez que 70% des Français sont contre la réforme, qu'est-ce qu'on fait? On part du principe qu'ils sont contre, mais elle est nécessaire parce que quoi? Parce que vous savez mieux qu'eux? Mais il n'y a pas besoin de savoir. Comme ça. Il n'y a pas besoin de savoir mieux que qui que ce soit. Parce que je vous pose la question parce que sur CNews, il y a quelques jours, un député Renaissance a dit le principe de la démocratie représentative, c'est qu'on élit des gens qui vous représentent, mais en fait, on sait mieux que vous. Je trouvais ça assez fort de café. Qu'est-ce qui fait que vous savez mieux? La question n'est pas de savoir mieux. Ça revient au même. Non, la question n'est pas de savoir mieux. Ça revient au même, Olivier Dussopt. Laissez-moi les bouts de la réponse. La question n'est pas de savoir mieux. La question est que les chiffres existent. Et les chiffres, c'est un déficit. C'est quoi? C'est le rapport du corps auquel on fait dire tout et son contraire. Non, mais selon les scénarios, selon les prévisions. Et selon qui le lit. Moi, je n'ai qu'une religion en la matière, ça s'appelle l'hypothèse centrale. Et l'hypothèse centrale, c'est celle qui a toujours été retenue pour les réformes des retraites. Et cette hypothèse centrale, elle dit qu'en 2027, c'est 12,5 milliards de déficit par an, que c'est presque 15 en 2030 et 20 milliards en 2035. Si on ne fait rien, si on laisse les choses aller, c'est 150 milliards de dettes en plus sur les 10 ans qui viennent. Et c'est un chiffre qui est énorme, et c'est un système qui part dans le décor, si vous me permettez cette expression. Donc c'est une réforme avant tout comptable, on cherche de l'argent. C'est d'abord une réforme pour ramener le système à l'équilibre, parce que si on veut garder notre système de retraite, il faut qu'il soit équilibré. Donc une réforme comptable? Non, pas comptable, c'est revenir à l'équilibre. Vous savez, j'ai eu la chance d'être maire, d'être député, de faire partie du gouvernement. Il y a une chose que j'ai comprise assez vite, c'est que si on n'a pas d'équilibre budgétaire, on n'a pas de capacité à agir. Et non seulement on n'a pas de capacité à agir, mais on prive ceux qui nous succèdent de la même capacité à agir. Et donc notre objectif avec la réforme, c'est de ramener le système à l'équilibre pour le préserver. C'est aussi de l'améliorer. L'équilibrer sans l'améliorer, ça ne serait pas très juste, et là, ça serait comptable. L'améliorer sans l'équilibrer, ça ne serait pas très responsable, on fait les deux. Je prends juste un chiffre pour illustrer, parce qu'il est peu connu et pourtant il est parlant. Lorsqu'on regarde la réforme de 2010, avec le passage de 60 à 62 ans. Donc la réforme Woerth. Oui. Elle devait ramener, elle a rapporté une trentaine de milliards d'euros par an. Et il a été consacré aux mesures qu'on qualifie de sociales, notamment sur les carrières longues, 1,5 milliard. 1,5 milliard sur 30 milliards. La réforme que nous menons, en 2030, elle va avoir un rendement d'à peu près 18 milliards d'euros. On est toujours à 18? Oui. Ah bah oui. Bah non, enfin on a fait des concessions. Oui, mais les concessions, ce sont des dépenses, ce ne sont pas des recettes en moins. Oui, mais et donc, la réforme attendez, expliquez-moi parce que... Non, la réforme avec le relèvement de l'âge et l'accélération de la réforme de 2013 rapporte très exactement, et c'est le cas depuis le début, 17,7 milliards d'euros, auxquels nous ajoutons quelques mesures de financement et nous sommes un peu au-delà de 19. Nous allons consacrer un tiers de ces recettes nouvelles au financement de mesures sociales sur les carrières longues et les petites pensions. Donc à peu près 6 milliards. À peu près 6 milliards, et les 13 milliards restants vont nous permettre d'équilibrer le système et de boucher le déficit en 2030. C'est la première fois que l'on consacre un tiers des gains d'une réforme au financement de mesures sociales. Et si on ne parle qu'en euros, et qu'on regarde les mesures sociales de la réforme 2013 portée par Marisol Touraine et les mesures sociales de la réforme d'Éric Woerth, c'était 4,5 milliards et 1,5 milliard, soit 6 milliards d'euros. En une réforme, on fait autant que deux réformes précédentes. C'est là, ce que je veux dire, c'est que notre réforme, elle ramène le système à l'équilibre et donc elle le préserve, mais dans le même temps, nous améliorons la situation de beaucoup de Français avec des créations de nouveaux droits. Comment est-ce que vous vous y prenez pour expliquer ça aux Français en disant, regardez, c'est la seule solution pour trouver de l'argent et pour mettre le système à l'équilibre? Je termine ma phrase à mon tour. Cette réforme, on l'a compris, vous essayez de trouver de l'argent. Si on n'a pas d'argent, c'est parce qu'on a beaucoup dépensé, on l'a vu, pour sauver les entreprises pendant le Covid. Mais le problème de la dette, Olivier Dussopt, il était antérieur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas
anticiper. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, et vous allez me dire, mais vous êtes complètement hors sol, pourquoi on n'a pas des réserves de cash flow comme les Chinois, des réserves qui d'ailleurs garantissent la souveraineté des pays? Peut-être que ça serait bien, mais personne n'en a jamais fait. Mais alors pourquoi? Mais Comment le système français est fait? Les Français ne comprennent pas comment est-ce qu'on arrive de façon comptable à gérer toujours les situations urgentes. Et on cherche de l'argent. Aujourd'hui, on le sait, on ne peut plus en trouver, puisque l'argent ne coûte plus zéro, ou même à des taux négatifs, il coûte beaucoup plus cher. Pardon, mais en réalité, il faut être un peu plus précis que ça. Bah, très bien. Je vous demande des précisions. Nous cherchons de l'argent avec les retraites pour payer le quoi qu'il en coûte. Ce ne sont pas les mêmes caisses. Ce ne sont pas les mêmes caisses, puisque quand on parle du système de retraite, on parle de la sécurité sociale, alors que le quoi qu'il en coûte a été financé par l'État. Par contre, nous avons un déficit de la sécurité sociale, nous avons particulièrement un déficit du système de retraite, qui participe à ce qu'on appelle globalement le déficit public. Et le système de retraite en France, il a une autre particularité, c'est qu'il est financé pour l'essentiel par des cotisations patronales, des cotisations salariales, et ceux qui nous disent aujourd'hui, vous auriez pu financer autrement qu'en augmentant la durée du temps de travail, parce que ce qui rend la réforme impopulaire, ce n'est pas l'amélioration des carrières longues ou le relèvement des petites pensions. C'est le fait de demander aux Français de travailler 2 ans. C'est l'âge légal de départ à la retraite. Ça va être progressif, ça va être différent selon les situations, mais malgré tout, c'est un effort. C'est ça qui suscite de l'opposition, ce que l'on peut comprendre, parce qu'on aimerait tous avoir beaucoup plus de liberté dans le choix de notre départ à la retraite. Mais si nous faisons ce choix-là, c'est parce qu'en fait, les alternatives ne fonctionnent pas. Soit nous ne faisons rien, on laisse la dette se creuser, et il y a un moment, ça ne marche plus, ça ne passe plus, et vous l'avez dit, l'argent est de plus en plus cher avec la remontée des taux. Soit nous ne faisons rien, et nous ne voulons pas que la dette se creuse. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On sous-indexe les retraites, et donc ça veut dire que progressivement, les retraités sont de plus en plus pauvres par rapport au reste de la population. Puis la dernière solution qu'on nous a beaucoup répétée pendant les débats à l'Assemblée, c'est d'augmenter les impôts et les taxes. Sauf que nous sommes un des pays où on en paye le plus. Nous savons que si nous les augmentons, nous détruisons des emplois. Nous savons que si nous augmentons les impôts comme nous l'a proposé la France Insoumise ou le reste de la gauche, ça ne tapait pas les grosses entreprises, ça n'allait pas chercher sur les gros patrimoines. Et ils avaient des augmentations d'impôts qui touchaient des boulangers avec 2 ou 3 salariés, qui touchaient des Français gagnant 1 600 € par mois. Si c'était que les ultra-riches, ça vous irait, vous, Olivier Non, Dussopt? parce que je pense que d'abord, on a montré que l'investissement est important. Et même très important dans notre pays. Donc il faut Parfois, faire attention. je me demande si je parle encore à un homme de gauche. Et il faut faire attention à la politique fiscale. Rassurez-vous, c'est toujours le cas. Non, mais j'ai besoin de gages. Je vais au bout sur la question du financement. Une partie de l'opposition nous a dit, mais regardez, avec la crise énergétique, vous avez des entreprises qui font des super profits. Donc taxer les super profits pour financer les retraites. Première réponse. On taxe déjà une partie des super profits, notamment les énergéticiens. C'est ce qui nous permet de financer le bouclier énergétique et de tenir le maximum les prix de l'énergie, même s'ils augmentent. Et deuxième réponse, on parle de super profit. Par définition, un super profit, c'est exceptionnel. Comment est-ce qu'on peut imaginer appuyer le financement d'un déficit qui est structurel et qui se répète chaque année en taxant des bénéfices qui, eux, sont exceptionnels et qui, d'une année sur l'autre, vont disparaître? Est-ce qu'en France, dans le système qu'on a, le système non pas comptable, mais le système financier, économique qu'on a, est-ce qu'on redistribue trop d'argent? Nous avons, je pense que d'abord, je pense que c'est une chance. C'est une chance parce que c'est un outil d'égalité. Nous sommes un des pays où la différence entre les différences de revenus entre les plus riches et les plus pauvres sont les plus réduites par notre système de redistribution. Il reste évidemment des écarts très importants, mais c'est réduit. Et nous avons un pays qui permet d'aider les plus fragiles. Ce modèle social, il a un coût. Et notre volonté n'est pas de diminuer ce modèle social, n'est pas de l'amoindrir, parce que on considère que... On ne veut pas toucher à la protection sociale, d'aucune manière. Mais aujourd'hui encore, nous considérons, c'est un engagement que nous allons tenir, que les plus petites retraites pour des carrières complètes doivent être revalorisées à un niveau minimum plus important, parce que c'est normal que ceux qui ont travaillé toute leur vie aient une retraite à un meilleur niveau. Par contre, si nous ne voulons pas amoindrir ce système de protection sociale, il faut le financer. Et pour le financer, il faut produire. Et pour produire, il faut du travail. C'est ça la démarche que nous prenons. Et j'ajoute que par ailleurs, nous sommes d'autant plus à l'aise avec cette démarche que le travail, la perspective d'avoir un emploi, le fait d'être formé pour aller en emploi, le fait d'être formé pour sortir du chômage, sortir du RSA et retourner à l'emploi, c'est aussi le retour à l'autonomie et donc à l'émancipation. Je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'acharne à sauver le système de retraite par répartition. Je pose la question parce que certains observateurs disent mais allons sur la capitalisation ou une dose de capitalisation. Parce que le système par répartition, c'est le seul système qui permet aux plus fragiles d'avoir une retraite décente. Moi, si je vais au bout de votre question, de la réflexion, je n'ai pas trop d'inquiétude pour les plus riches de nos concitoyens. Les plus riches de nos concitoyens, avec ou sans réforme, ils vont faire de la capitalisation, ils vont placer, ils vont thésauriser, ils vont investir.
et ils assureront leurs arrières, ils assureront leur retraite. Le système par répartition, s'il faut le sauver, c'est pour ceux qui justement n'ont pas les moyens de cela. Il y a des pays qui ont mis en place des systèmes de capitalisation qu'on appelle capitalisation collective ou solidaire, ce qui permet de ne pas être sur des fonds de pension, de ne pas être sur du spéculatif, et ce qui permet aussi de garantir à tout le monde d'y avoir accès indépendamment ou presque indépendamment, si je puis Mais il y a dire, une forme de du niveau de responsabilité. revenu. Il y a une forme de responsabilité dans la capitalisation. C'est-à-dire que si vous êtes plus fourmi que cigale, bah, du coup. Oui, mais vous savez, quand vous avez en tête des ménages qui gagnent autour du SMIC, qui ont des Mais enfants, c'est on peut compliqué. écarter cela. C'est On peut écarter compliqué ça. On d'être peut faire fourmi. un système binaire. Mais dans ce cas-là, on va faire un système à deux vitesses, avec ceux qui ont les moyens de la Et on capitalisation. va vous le reprocher, donc vous ne le faites pas. Et ceux qui seront sur On prend pas le risque. un niveau minimum. Je pense que nous avons une chance avec ce système par répartition. D'abord parce qu'il garantit un niveau de retraite décent pour tous ceux qui ont travaillé, qui ont ainsi cotisé. Et puis il a une autre caractéristique, ce système, c'est qu'il est intergénérationnel. Ce que vous ne trouvez pas avec la capitalisation. Notre système, et parfois nos concitoyens l'oublient, quand vous cotisez, vous ne cotisez pas pour votre retraite, vous cotisez pour ceux qui sont à la retraite. Et ce sont vos enfants qui cotiseront pour votre retraite. Vous enchaînez avec la loi immigration qui arrive, qui d'ailleurs, je ne sais pas si je peux encore l'appeler loi, parce qu'elle va arriver sous quelle forme d'ailleurs, Nous avons, ce texte? la Première ministre a indiqué au président du Sénat que ce projet de loi sur l'immigration que nous avons préparé avec Gérald Darmanin ne sera pas débattu la semaine prochaine au Sénat. On va reporter son examen. Donc jusqu'à quand? Et ça n'est pas calé. À peu près. Non, ça n'est pas calé, donc je ne vais pas vous dire un délai que je ne connais pas. Donc mais il est reporté, c'est pas les calendes grecques. Non, il est reporté. La Première ministre a indiqué au président du Sénat que le gouvernement est très attaché à l'intégralité des dispositions, tant celles qui permettent à nos administrations d'être plus efficaces et de mieux réguler l'immigration, mais aussi celles qui permettent de mieux intégrer par le travail. Sous quelle forme il va arriver ce Nous texte? allons voir cela avec les parlementaires de la majorité et les sénateurs. Ça peut être des projets de loi du gouvernement, ça peut être des propositions de loi portées par les parlementaires, ça peut être un texte unique ou plusieurs textes en fonction des thématiques. Et nous allons caler ça dans le cadre de la nouvelle méthode, du nouvel agenda que le président de la République a annoncé. Pourquoi pas un décret? Parce qu'il faut une loi. Ouais. On revient à notre discussion. Non, mais on tout à revient l'heure. de discussion antérieure, mais ça peut Parce être que- au bout du bout un Parce décret. que vous ne. Non, mais non, vous avez peur que non. vous avez peur de ce mot. Mais non, Vous allez mais- brûler les doigts. mais je vous explique. Non, mais j'ai pourquoi. compris. La carte de séjour pour les travailleurs étrangers qui exercent dans un métier en tension. La loi n'autorise pas sa création. Donc si la loi n'autorise pas sa création, vous ne pouvez pas prendre de décret pour la créer. Le décret, vous ne pouvez le prendre que si une loi existe et vous permet de prendre. Mais si une la loi disposition. existe, on prendra un décret. Mais toujours, il n'y a pas une seule loi qui s'applique sans décret. Non, mais figurez-vous. bien sûr. Voilà. Emmanuel Macron, en 2017, a voulu transformer le pays. Il y a même eu des concertations sur la transformation. Là, c'est un peu raté, non? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je vais prendre un exemple qui relève de mon champ ministériel. Depuis 2017, l'économie française a créé 1 900 000 emplois. Le taux de chômage est passé de 9,5 à 7,2%. Pendant que le président de la République est à 28% Et nous d'opinion sommes- favorable. Et nous sommes passés de 280 000 apprentis par an à 840 000, avec des résultats en Je termes vous parle de la d'insertion situation professionnelle. globale, Olivier. Oui, Dussopt. mais moi je vous parle de la situation de l'emploi, je vous parle de la situation économique. On est chacun dans un couloir de nage. Non, c'est pratique. parce que vous avez fait référence aux actuelles études d'opinion et à la popularité du président de la République. C'est aussi la démonstration que lorsqu'il considère quelque chose est juste pour l'intérêt général, il le fait sans se soucier de sa popularité. Merci beaucoup, Merci Olivier à vous. Dussopt, d'avoir été l'invité d'Europe 1.